Ouais, voilà, OK. Je pense que j'ai tout arrangé ça. Je vais peut-être juste repartir parce que je sais pas si ça va être... je sais c'est enregistré, alors je vais quand même permettre d'avoir des bonnes conditions pour l'enregistrement. Alors, voilà, on va parler de comment réduire l'anxiété puis gérer la rentrée scolaire en temps de pandémie. Fait que c'est ça, je disais si vous avez, si vous voulez prendre un stylo, un papier pour prendre quelques notes ou réfléchir à certaines choses, je vous encourage de faire ça. Ou bien de prendre un verre d'eau ou quelque chose, trouver une place confortable. Je vais essayer de garder quelques minutes vers la fin de la présentation pour répondre à des questions ou parler d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Alors, on procéderait comme ça. En termes d'objectifs, on veut vraiment sensibiliser, on veut vous sensibiliser à l'anxiété générée par la transition. Et on va parler beaucoup plus de ça, mais c'est sûr qu'en moment de transition, ça peut être ça peut vraiment entraîner un stress puis de l'anxiété, puis surtout dans le contexte de COVID en ce moment. On a vécu énormément de changements dans une période assez courte. Fait que on a beaucoup de choses à gérer en même temps. Puis la deuxième chose, ça serait vraiment de parler plus de stratégie en santé mentale pour vous aider, vous donner quelques outils qui pourraient être intéressants pour vous d'explorer un peu plus. Alors, au programme, on va parler des bouleversements et l'anxiété vraiment causés par la COVID-19. Comme je l'ai mentionné, on va parler de stratégies plus concrètes en lien avec la gestion de l'anxiété. Puis j'aimerais aussi parler de comment on peut prendre soin de nous-mêmes pendant ces périodes plus difficiles. Donc voilà. En parlant exactement de bouleversement, de changement, c'est sûr que pendant cette période, comme j'ai mentionné, on a quand même vécu des changements assez soudains dans une courte période de temps. Puis ça risque toujours d'entraîner de l'incertitude. Puis avec l'incertitude, souvent, on peut ressentir des inquiétudes, on peut ressentir un certain niveau de stress. Et pendant une période quand même de temps, on peut éventuellement ressentir plus un sentiment d'anxiété quand on ressent un stress pour une période prolongée. Puis quand je parle de stresseur, je parle vraiment de tout ce qui peut être en lien avec une adaptation. Alors, tout changement qui peut créer comme une adaptation ou réaction. Et c'est sûr que la rentrée, ça fait partie de ça. Puis, il y a à peu près 6-7 mois, on vous a peut-être demandé de changer vos manières d'enseigner et d'enseigner plus dans un environnement virtuel, bien de changer l'environnement à un environnement virtuel. Alors, avec ce changement-là, ça peut être assez stressant. Il faut comprendre comment utiliser la technologie. Il faut adapter notre matière. Il faut adapter notre manière d'enseigner aux étudiants. Alors, ça probablement, ça a causé certains défis. Peut-être que ça s'est quand même bien passé. Puis là, on est dans une période de temps où certains de vous ont déjà fait le retour à l'environnement physique ou vont peut-être retourner bientôt à l'environnement d'enseignement physique. Puis c'est sûr que ça peut entraîner beaucoup d'inquiétudes au niveau de notre santé, de notre sécurité, de notre famille, de nos amis. On a aussi vécu des changements au niveau de nos activités, de notre façon de prendre soin de nous-mêmes, nos loisirs.
On a aussi vécu des défis par rapport à la garde des enfants. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont travaillé de la maison et qui ont aussi des enfants qui ont dû gérer les deux rôles en même temps. Pour beaucoup de personnes, on a vécu des difficultés financières aussi. Et c'est sûr que la nature de notre travail, ça peut changer. En fait, on peut avoir comme une diminution de notre charge de travail, une augmentation, bien tout simplement un changement. Fait que c'est sûr que tous ces changements-là nous affectent à des niveaux différents par rapport au travail, la famille, la vie personnelle. Puis tout ça en même temps, c'est ça qui génère un certain niveau d'incertitude et qui peut mener à une anxiété. Donc, on va parler un peu plus de ça. J'aimerais souligner ici, en parlant de changement puis de transition, c'est sûr que là, ça fait quand même 6 mois que on est là-dedans, dans un processus de changement puis de transition. Puis en psychologie, on peut considérer qu'il y a des phases différentes par rapport à la transition puis le changement. Puis en réfléchissant à ces derniers mois, je vous invite à penser un peu à où vous êtes rendu là-dedans, dans quelle phase vous êtes peut-être présentement, si vous voulez réfléchir à ça, si vous voulez noter ça, si vous avez un stylo et un papier. Alors, en passant à une première phase, la conclusion, c'est vraiment quand il y a une perte, un changement la fin de quelque chose qui s'est imposé. Et ça peut nous mener à ressentir des émotions différentes, par exemple la peur, la colère, l'anxiété, le choc. Et ici, je veux souligner que souvent, il y a un sentiment de perte. Puis je pense que pendant la pandémie, tout le monde a pas mal vécu un sentiment de perte puis de deuil par rapport à certaines choses parce qu'on a perdu notre routine, on a perdu peut-être des relations ou des façons de maintenir nos réseaux sociaux, des relations qu'on avait. Nos routines ont beaucoup changé, le travail a changé, fait que on a perdu certaines choses et on peut vivre un deuil par rapport à ça. C'est pas une période facile. Puis après, dans une deuxième phase, comme on dit, d'exploration, c'est là, comme psychologue, qu'on rencontre beaucoup plus des clients qui ont vécu un changement, perte, puis après, ça peut être une période assez déstabilisante, assez chaotique où on questionne beaucoup de choses, puis peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui ont remplacé qui ont remplacé certaines choses imposées. Fait que c'est beaucoup plus comme une période de réflexion puis d'adaptation, de voir où on en est, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on ressent, puis ça peut être un bon moment pour consulter un conseiller pour mieux comprendre comment on se sent puis de quoi on a besoin pendant ce moment-là. Et en regardant la dernière phase, le renouveau, là, si vous voyez la flèche qui remonte, c'est quand même ça peut être une belle période où il y a plus de croissance et de résilience. C'est là où on a fait du sens avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. On a compris notre situation d'une certaine manière. Peut-être qu'on a implanté certains changements et là, on s'en sort d'une certaine manière. Fait que si vous pensez à vous-même puis votre situation, je vous invite à voir si ces phases-là s'appliquent à vous, si vous voyez plus dans une phase qu'une autre. Et je pense que c'est important de penser aussi que ça risque de changer
avec le contexte actuel, avec la deuxième vague maintenant, puis des changements qui peuvent continuer. Et je pense que avoir une réflexion par rapport à ce processus, puis de se connaître par rapport à ça, ça peut nous aider avec un prochain changement ou comme une autre période de temps qui peut être plus difficile. Fait que gardez ces phases-là en tête quand vous pensez à votre situation personnelle. Alors, je veux dire, je veux parler un peu par rapport au processus de changement, puis un peu les conséquences que le changement peut parfois avoir quand on n'est pas connecté, quand on ne ressent pas, on se permet peut-être pas de ressentir nos émotions, de les comprendre, de les gérer adéquatement. Souvent, on peut prendre des décisions assez impulsives, basées sur l'émotion. On peut éviter des personnes qui peuvent nous aider. On peut se négliger des choses importantes dans notre vie comme l'alimentation ou le sommeil. Puis on peut sauter aux conclusions. Alors, pour prévenir ces types de réponses qui sont assez naturelles pendant un moment de changement, pendant un moment stressant, c'est important de se connecter avec ce qu'on ressent, de se poser la question par rapport à nos émotions. Comment je me sens? À quoi c'est relié, de se permettre de se connecter à ce qu'on ressent, de l'identifier, de voir à quoi c'est relié, si on est capable d'identifier à quoi c'est relié, puis de voir, OK, maintenant je comprends qu'est-ce que je ressens, pourquoi, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'aurais besoin d'avoir plus un soutien émotionnel? Est-ce que je dois me concentrer plus sur mon bien-être puis de trouver des façons de gérer mes émotions, soit par des activités ou autres moyens? Alors, c'est pour souligner le fait que c'est essentiel d'être en contact avec ce qu'on ressent et surtout pendant des moments de changement plus stressants, plus difficiles, où on peut avoir des réactions plus comme impulsives. Puis justement, en parlant d'une émotion importante qu'on peut ressentir, ici j'aimerais parler de l'anxiété. Puis l'anxiété, vraiment, c'est très, très normal. En fait, tout le monde ressent de l'anxiété. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Ça nous aide à se mobiliser. Ça nous aide à réagir, à répondre à une situation, par exemple, où on peut ressentir soit un danger ou une menace. Des fois, ça peut être réel. Des fois, ça peut être quelque chose plus de psychologique. Et vraiment, on a développé cette réaction-là pour se protéger. Dans l'évolution, par exemple, c'est ça qu'on pense. Si il y avait un danger pour nos ancêtres par rapport à comme un animal ou quelque chose comme ça, développer de l'anxiété pour se protéger, pour se mobiliser, soit de se défendre, de se mettre à courir, c'était très important. Fait qu'on a maintenu comment dire, ce système d'alarme pour se protéger aujourd'hui. Par contre, les dangers sont assez différents dans la société. Maintenant, bien sûr qu'il y a des risques physiques, par exemple, de se faire frapper par une auto en traversant la rue, puis on va réagir. Mais beaucoup plus aujourd'hui, on réagit à des stresseurs psychologiques, si on peut dire, dans l'environnement du travail ou ailleurs. Et la COVID, ça représente un danger, une menace pour nous. Fait que notre corps ne connaît pas la différence entre l'ours, l'auto ou
la pandémie. On va réagir, puis notre corps va réagir de la même façon. Et c'est important de reconnaître qu'on ressent de l'anxiété, de bien connaître les symptômes, de l'accueillir, vraiment de laisser nos émotions apparaître, de les comprendre, puis éventuellement, les émotions vont partir de la même façon qui sont venues dans un sens si on ne se combat pas contre ces types d'émotions, puis on n'essaie pas de les repousser. Bien sûr qu'il y a une réponse ou réaction comme paradoxale quand on essaie de repousser une pensée ou une émotion. On va la ressentir encore plus. Si on fait l'expérience, juste si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose pendant 1 minute, on n'a pas besoin de prendre 1 minute pour comprendre que probablement tout de suite vous avez vu l'image de l'éléphant rose dans votre tête. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas combattre ces types de réactions puis d'émotions, de les comprendre, de comprendre la source, puis de comprendre comment les gérer beaucoup plus. Alors, en parlant de symptômes, là, c'est sûr qu'il y a des symptômes différents par rapport à le niveau de stress, anxiété au niveau physique, psychologique, nos comportements et nos émotions. Puis souvent, en consultation, quand on voit des clients, la personne n'arrive pas nécessairement en nous disant qu'elle ressent de l'anxiété. Elle va peut-être nous dire des choses comme j'ai des maux de tête, j'ai mal au ventre ou je ressens une tension ou quelque chose. Alors, on ne sait pas toujours que c'est ça qu'on est en train de ressentir. Fait que je vous invite à prendre connaissance de ces genres de symptômes à ces niveaux différents. Soit ça peut être, comme j'ai dit, tension, serrement de la poitrine au niveau physique, transpiration, étourdissement. Au niveau psychologique, on parle beaucoup plus comme d'inquiétude puis de scénarios comme catastrophiques. Quand on se pose des questions, et si j'attrape le virus, et si mon enfant attrape le virus, et si... Puis après, on est un peu pris comme dans un cercle d'inquiétude et c'est difficile de s'en sortir. Fait que la première chose, c'est de constater qu'on est pris dans ce cercle vicieux d'inquiétude et après de se concentrer plus sur le moment présent. Ça peut être une activité, ça peut être quelque chose de visuel dans notre environnement, de se connecter vraiment au moment présent pour s'en sortir d'un cercle d'inquiétude parce que sinon, ça cause plus d'anxiété, de stress et ça peut avoir un impact assez négatif sur notre psychologie, notre façon de penser. Au niveau des comportements, on parle plus de l'évitement. Quand on est anxieux, on peut éviter des places, on peut éviter des personnes. Et bien sûr, on parle de sentiment d'anxiété, d'irritabilité, de tristesse également. Fait que c'est juste important de savoir que ça se manifeste de façon différente pour des personnes différentes pendant notre vie, de prendre conscience de comment ça peut nous affecter. Et alors, c'est sûr que en ce moment, ou avec la rentrée, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes qui sont assez normales aussi par rapport à ce contexte. On peut penser à contracter, la possibilité de contracter le virus, de l'amener chez nous, d'infecter notre famille, de transmettre le virus aux enfants. Et aussi de ne pas satisfaire nos propres exigences en termes d'enseignants. Parce que c'est sûr que l'environnement est différent, c'est sûr qu'il faut adapter notre manière d'enseigner. Et ça peut être stressant pour nous de penser qu'on va peut-être pas être capable d'enseigner de la même façon, qu'on va peut-être pas être capable de partager les mêmes types de leçons, que peut-être les élèves vont pas s'engager de la même manière. Puis
c'est bien probable que vous avez des pensées comme ça, puis je vous invite vraiment à être très empathique envers vous-même, de vous montrer de la compassion par rapport à ces genres de pensées puis de sentiments, parce que c'est pas une situation facile. Alors, si on se juge, si on ne démontre pas un sens d'empathie envers nous-mêmes, ça va être encore plus difficile pour nous. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se soutenir, c'est d'être gentil avec nous-mêmes, puis de trouver des façons de se parler d'une façon qui va nous encourager puis nous aider avec ces genres de défis. Puis, je pense que c'est important de prendre quelques instants juste pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez comme inquiétude en ce moment par rapport à la rentrée, par rapport à l'enseignement. Qu'est-ce qui vous vient souvent à l'esprit? Parce que ces genres d'inquiétudes vont probablement revenir. Alors, c'est important d'être conscient, de comprendre qu'est-ce qu'on a comme inquiétude pour éventuellement trouver des stratégies pour s'aider. Fait que si vous avez un crayon ou si vous voulez juste penser à les genres d'inquiétudes que vous avez le plus souvent, ça pourrait être utile pour vous. Fait que je vais juste vous donner une seconde pour réfléchir à ça. Dans cette partie, cette section ici, j'aimerais parler plus de stratégies concrètes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent de l'anxiété pour plus tolérer l'incertitude dans ce genre dans ce genre de situation-là? Fait qu'on va parler de ces points-là. La zone d'influence, se concentrer sur vraiment la partie des choses qu'on peut contrôler finalement. Cultiver une saine façon de penser. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre pensée pour comprendre notre dialogue intérieur, se concentrer plus sur le moment présent, pratiquer l'acceptation, être empathique et compatissant envers nous-mêmes. Et pratiquer aussi la méditation, la pleine conscience, puis la gratitude. On va parler un peu de maintenir des liens sociaux et de réduire la consommation de médias. Et comment plus prendre soin de nous-mêmes pendant des périodes difficiles. Alors, ici, peut-être qu'il y a des stratégies que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà ou que vous pratiquez déjà certaines choses, c'est super. C'est sûr qu'il y a beaucoup là, puis on n'a pas beaucoup de temps pour passer tous les détails là-dedans. Fait que je dirais, s'il y a une ou deux choses qui vous intéressent, on va vous donner une copie de la présentation, fait que vous pouvez les voir là. Mais si vous notez même une ou deux choses qui vous intéressent ou que vous aimeriez comprendre, que vous aimeriez explorer un peu plus, là, vous pouvez les noter ou pour revenir là-dessus par la suite. Alors, en parlant de notre zone d'influence, ici, c'est pour souligner que il y a des choses qu'on peut influencer ou contrôler dans nos vies, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler du tout. Puis ça peut créer de l'incertitude, ça peut être malaisant vraiment de constater qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait contrôler parce que c'est dans notre nature. On aimerait ramener tout dans la zone en bas où on a beaucoup d'influence. Mais c'est pas possible. Alors, quand on essaye de faire ça, en fait, ça devient épuisant. Puis, ça peut gaspiller beaucoup d'énergie quand on parle ou on pense à des scénarios, des façons. Ah, mais alors peut-être que je pourrais, je sais pas, changer d'emploi, je pourrais
rester à la maison avec mes enfants, faire ci, faire ça. Je pourrais demander à mes parents je sais pas, de prendre les enfants, puis de changer ça, puis on va déménager en campagne. Puis, fait que là, on est en train d'essayer de contrôler pas mal, comme beaucoup de facteurs qui peut-être sont à l'extérieur de notre zone de contrôle. Fait que, en bout de ligne, on a passé beaucoup de temps à faire ça, puis on n'a pas vraiment trouvé de solution puis on se sent pas mieux non plus. Fait que, il faut se demander, ça sert à quoi? Puis, au contraire, l'autre chose qu'on peut faire, c'est d'accueillir notre incertitude, d'accueillir notre sentiment d'inconfort, et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça peut être dérangeant. Mais déjà, le fait de ne pas combattre, de ne pas essayer de tout influencer ou changer, on va se sentir mieux quand on est capable d'accueillir l'inconfort. Puis éventuellement, ces genres d'émotions, puis inconfort, ça va passer. Puis on va être capable de se concentrer beaucoup plus sur d'autres choses. Puis on veut penser ou aussi on veut se souvenir que de l'influence ou de l'effet plutôt paradoxal, justement, quand on essaie de ne pas ressentir quelque chose comme une émotion qui nous dérange, on va juste amplifier l'émotion. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire quand on ne peut pas contrôler quelque chose, c'est d'accepter qu'on ne peut pas contrôler telle chose, puis d'accueillir l'inconfort, puis de laisser ça passer. Et par la suite, vraiment de voir, OK, mais quelles sont les choses que je peux influencer puis contrôler? Puis il y en a plein, c'est sûr on peut penser à beaucoup, beaucoup de choses dans notre environnement physique en parlant du travail. On ne peut pas contrôler qu'est-ce que les autres vont faire, nos collègues, comment ils vont porter les masques, s'ils vont les porter, s'ils vont maintenir une distance appropriée, la distanciation physique. On ne peut pas contrôler ça. Puis, on peut avoir des réactions aussi. On peut se fâcher. On peut juger les autres. On peut vraiment se sentir tanné. Mais si on revient sur ce qu'on peut contrôler puis influencer, ça serait la façon qu'on se protège au travail, dans les environnements physiques, la façon qu'on porte notre masque, qu'on lave les mains, la distanciation physique, la façon qu'on veut enseigner, la façon qu'on veut être comme prof, comme enseignant. Tout ça, on peut contrôler. Alors, quand on constate qu'on est trop concentré sur des choses qu'on ne peut pas influencer, qui risquent de créer plus d'anxiété puis d'incertitude, c'est là où on peut faire l'effort de revenir sur des choses qu'on peut influencer. Puis ça peut nous aider beaucoup dans notre sentiment de contrôle, puis le sentiment de stress puis d'incertitude. Ici, on va parler de façon saine de penser. Puis juste quelques stratégies en lien, premièrement, avec nos pensées. Alors, on veut comprendre nos réactions. Pour comprendre comment on se sent, comment on se comporte, on veut être capable d'observer qu'est-ce qui se passe, de comprendre la situation, puis de voir, OK, alors, je pense à quoi dans cette situation-là? C'est quoi mon discours intérieur? Puis après, bon, qu'est-ce que je ressens? Comment je me comporte par rapport à ça? Puis ça va nous permettre de faire le lien entre notre façon de penser, notre façon de sentir, puis de réagir. Et la partie qu'on peut influencer, c'est notre discours intérieur. On peut voir, par exemple, quand on pense à la personne qui porte le masque en dessous du nez, puis là, on ressent de la colère ou de la frustration parce qu'on se dit
ah, cette personne-là, pourquoi elle est en train de faire ça? Ça fait pas de sens, ça m'énerve. Là, on a l'opportunité de recadrer notre façon de penser puis de dire quelque chose comme ouais, c'est vrai que cette personne-là porte pas le masque comme il faut. C'est pas l'idéal. Par contre, je peux pas contrôler qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Je vais me concentrer plus sur moi-même. Ça peut nous aider à changer notre façon de se sentir puis à plus gérer nos émotions. Puis le deuxième point que j'avais mentionné auparavant, se concentrer plus sur le moment présent pour sortir de nos pensées, sortir de quand on est pris là-dedans. Ça peut nous aider beaucoup de voir, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, pour moi, j'aime beaucoup prendre mon café le matin. C'est une bonne période, tranquille, je suis seule, j'aime le goût de mon café, j'aime l'odeur, je pense à ça, puis je reste beaucoup plus dans le moment présent. Alors, puis c'est quelque chose qu'on peut appliquer à n'importe quoi. Ça peut être, comme j'ai mentionné, le café, se concentrer sur prendre une tisane, sur ce qu'on mange, ce qu'on voit dans l'environnement. C'est une façon juste de porter l'attention à notre environnement, notre réalité courante, pour en fait se détacher de pensées plus problématiques, d'émotions plus difficiles. Ça change notre attention, puis ça peut vraiment être reposant pour le système nerveux. Puis le dernier point, l'acceptation radicale. En parlant de ça, brièvement, ça peut peut-être apparaître un peu bizarre, fait que je vous invite à lire un peu plus là-dessus pour mieux comprendre, mais le principe, c'est que quand on vit une situation difficile, et on l'accepte pas, fait qu'on se dit des choses comme c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, je veux pas que ça m'arrive, c'est horrible. On va se créer beaucoup plus de souffrance. Alors, quand, à l'inverse, si on est capable de se dire ouais, j'aime pas trop ça, ouais, mais c'est ma réalité, c'est ma situation courante, puis on arrête de se combattre contre la réalité, on va souffrir beaucoup moins. Alors, c'est pas de dire que je suis d'accord ou que c'est bien ou que j'aime ça ou que j'aime pas ça, mais c'est d'accepter que c'est notre réalité, que c'est notre contexte actuel. Et déjà, ça, et de ne pas gaspiller de l'énergie pour se combattre contre ça nous aide énormément. Ça peut nous aider énormément. Fait que je vous invite à faire un peu plus de lecture là-dessus si ça vous intéresse. Puis c'est quelque chose de très simple qui peut avoir un impact assez immédiat puis important. Puis, fait que dans cette partie-là, en parlant d'être compétents envers nous-mêmes, de démontrer de la compassion puis de l'empathie envers nous-mêmes, ça nous aide énormément. Je vous invite même à tous les matins de prendre quelques minutes avant vos journées, d'être gentil avec vous-même, de reconnaître les efforts que vous faites parce que c'est pas facile. Alors, de reconnaître que vous faites ces efforts-là, vous faites de votre mieux et de valider ça. Alors, c'est vraiment l'idée de ne pas se juger, d'être gentil avec nous-mêmes, de se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, un ami, et de remarquer ces moments-là où on est méchant avec nous-mêmes, où on se juge sévèrement, et de prendre un moment pour recadrer ça, de réaliser, je suis assez sévère avec moi-même, peut-être que je peux être un peu plus gentille envers moi-même. Puis même quand on fait des erreurs, même quand on se trompe, on a l'opportunité de se juger ou on a l'opportunité aussi
d'être doux, d'être gentil, d'être empathique envers nous-mêmes, et de reconnaître que c'est normal, que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a des difficultés et qu'on peut s'aimer quand même. Puis on sait que la compassion ou être compatissant avec nous-mêmes, ça nous aide pendant des moments difficiles, ça nous aide à être plus positif avec l'humeur, avec l'anxiété. Ça nous aide en fait à ressentir plus d'émotions positives, même des hormones d'attachement comme l'oxytocine. Ça peut en fait générer plus de cette hormone-là. Et ça, c'est vraiment en lien avec des émotions positives puis de l'attachement. Les femmes enceintes ont un niveau élevé de cette hormone-là. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours appliquer, même dans des situations difficiles, même quand notre estime de nous-mêmes, notre estime de soi est affectée. Ça peut être quelque chose de très utile. Alors, il y a, en parlant de trois conditions ou façons de pratiquer l'autocompassion, on parle de vraiment de ne pas se juger, d'utiliser la bienveillance envers nous-mêmes. Comme j'avais mentionné, de reconnaître que des erreurs ou des problèmes font partie de la condition humaine, qu'on n'est pas seul là-dedans, que tout le monde est là-dedans et que c'est très normal. Et vraiment, le dernier point, c'est vraiment de reconnaître que la souffrance, ça peut être, c'est très normal, c'est inconfortable, et qu'on peut l'accueillir sans essayer de changer quoi que ce soit. Alors, on a parlé de la pleine conscience un peu, où j'avais mentionné des exemples comme se concentrer sur le moment présent. C'est vraiment de porter attention d'une façon intentionnelle, sans jugement, au moment présent. Et ça peut être lié à, comme j'ai mentionné, une activité, quelque chose qu'on est en train de faire. Ça peut être une façon d'utiliser nos 5 sens, de remarquer des choses qu'on voit dans l'environnement, qu'on ressent, utiliser nos sens pour se connecter au moment présent. Alors, il y a plein de façons de faire ça. C'est assez simple. Ça peut être juste pendant quelques minutes, pendant une période plus stressante ou difficile. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à lire là-dessus, à écouter des vidéos sur YouTube ou peu importe. Il y a vraiment des bonnes ressources. Et on sait que ça nous aide avec notre stress, avec l'humeur, avec notre bien-être en général. Et ça peut être très facile à intégrer dans notre routine. Puis, gratitude, c'est quelque chose qu'on remarque par exemple, dans les recherches de personnes qui ont un niveau de bonheur plus élevé. C'est une pratique que ces gens-là, qu'on voit chez eux. Alors, d'être capable de reconnaître qu'on est content par rapport à quelque chose, de montrer une certaine reconnaissance envers quelque chose qu'on a vécu, même envers quelqu'un d'autre. On peut remercier quelqu'un d'autre, on peut démontrer la gratitude, puis ça peut être une pratique quotidienne on peut faire le point là-dessus à tous les jours pour penser à quelque chose qu'on a beaucoup apprécié ou qu'on a aimé pendant la journée, ou on peut même garder un journal de bord puis d'écrire là-dedans par rapport à notre gratitude. Ici, il y a quelques suggestions d'exercices par rapport à la méditation, la pleine conscience. Les deux premiers sont en lien avec la respiration, la façon qu'on porte attention à notre respiration. Alors, ça peut être tout simplement de se connecter à notre respiration
puis de voir quand on inspire, puis on expire, puis vraiment de juste se concentrer sur la respiration et pas sur nos pensées, mais vraiment sur la respiration. Puis quand on a des pensées, on ramène notre attention à notre respiration. Puis on peut aussi se concentrer sur la durée de nos respirations aussi. Ça peut nous aider. En parlant de relâchement de tension, c'est vraiment l'idée de prendre quelques minutes pendant la journée ou pendant des moments de la journée différente, quand on sait peut-être qu'on est plus stressé ou tendu, puis de faire le point là-dessus, puis de se demander où est-ce que je ressens la tension dans mon corps. En partant, ça peut être de la tête jusqu'aux pieds, de remarquer est-ce que je ressens une tension dans mes épaules. Ah, peut-être que je suis tendue puis j'ai beaucoup de tension dans mes épaules. Comment je peux faire pour réduire la tension, pour me réajuster? Et ça peut être dans mes jambes. Puis ça peut nous aider à plus gérer nos réactions de stress puis de notre système nerveux. Pratiquer la gratitude, de voir qu'est-ce qui s'est passé de bon pendant ma journée. Je me sens heureux, bien par rapport à quoi. On peut aussi montrer notre appréciation aux autres, comme j'ai dit, en remerciant les autres en envoyant un message, même en aidant les autres. Ça peut être très bien pour notre santé psychologique. En fait, c'est une autre habitude de personnes, comment dire, comme plus heureuses. C'est d'aider les autres. On voit que c'est une habitude qui peut mener à notre propre bonheur, qui peut en fait augmenter notre sentiment de bonheur. Fait que aider les autres, démontrer la gratitude, pratiquer la pleine conscience, on peut vraiment se concentrer sur même juste une chose à tous les jours, ça va nous aider. Ici, j'aimerais parler de maintenir les liens sociaux. C'est sûr qu'on a eu on a vécu des défis importants par rapport à maintenir nos liens sociaux. C'est pas pareil avec la distanciation physique. Puis on a dû être assez créatifs puis trouver d'autres moyens pour garder nos contacts puis se connecter aux autres. Ça peut être de façon virtuelle. Ça peut nous aider de planifier des moments pour se rejoindre de cette manière-là. Peut-être qu'on était quand même capable de pratiquer la distanciation physique puis de rencontrer des gens à l'extérieur, de porter des masques. Fait que je vous invite à penser à ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les derniers 6 ou 7 mois? Qu'est-ce qui a été utile? Qu'est-ce que vous avez vécu comme défi? Puis maintenant, avec les changements plus récents, puis une deuxième vague et l'hiver qui arrive, comment est-ce que ça va affecter votre façon de maintenir vos liens? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour les maintenir? C'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance pour ne pas pour se préparer puis pour avoir plus un sentiment de contrôle. Bien que la consommation de médias, bien que les informations sont très importantes, puis il faut se tenir informé pour comprendre les meilleures pratiques, pour comprendre comment prendre soin de nous, comment prendre soin des autres, notre famille. On veut quand même éviter de trop les consommer ou de trop s'investir là-dedans. Il y a une différence entre écouter les nouvelles une fois par jour ou lire là-dessus une fois par jour, puis de passer des heures, essayer de tout comprendre, puis d'avoir toutes les informations qui sortent pendant la journée. Ça peut entraîner plus de stress. Et aussi, c'est important de limiter notre temps d'écran. On ne veut pas passer
même si on travaille de la maison, même si on travaille beaucoup plus sur les ordinateurs et tout, on veut quand même limiter notre temps d'écran et surtout avant d'aller se coucher. On veut vraiment, si possible, ne pas être devant un écran. Au moins, peut-être que ça va paraître beaucoup, mais quelques heures avant le sommeil, parce que ça peut affecter notre sommeil, en fait, nos cerveaux. Et aussi, on veut essayer d'éviter les médias avant de se coucher, parce que ça peut affecter notre sommeil, nos rêves, et ça peut créer plus d'anxiété. Alors, en parlant de stratégies pour prendre soin de nous-mêmes, c'est sûr que l'anxiété puis tous ces changements-là affectent nos routines, affectent nos habitudes. Alors, maintenant qu'on a vécu avec le virus pendant plusieurs mois, peut-être qu'on a développé des stratégies pour voir comment on peut avoir un bon équilibre de nos habitudes quotidiennes pour prendre soin de nous-mêmes au niveau de l'activité physique, l'alimentation, le sommeil. Peut-être qu'on a quand même quelque chose à revoir par rapport à ça. Parce que c'est pas toujours possible si on allait, par exemple, au gym, puis on n'est plus capable d'aller au gym. Comment on s'adapte, comment on peut faire de l'activité physique dans notre environnement, peut-être à l'intérieur, avec l'hiver. Comment on peut s'ajuster? Si on a pris l'habitude de se coucher plus tard qu'on se couchait avant, de se lever plus tard ou peu importe, on peut peut-être ressentir plus de fatigue ou voir que notre sommeil est irrégulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre notre routine? Et peut-être que notre routine va être assez différente pendant cette période de temps. Peut-être que ça va encore changer. Alors, d'anticiper qu'est-ce qui a changé? Comment je peux être créative puis reprendre ma routine, mon rythme plus normal pour me sentir mieux? Puis comment est-ce que je pourrais m'adapter aussi avec peut-être des changements à venir, par exemple l'hiver? Ça va peut-être avoir un impact. Ici, c'est juste pour souligner que tout le monde va avoir des réactions assez différentes à reprendre l'enseignement. Peut-être en fait que vous êtes adapté mieux que vous avez pensé initialement. Peut-être que c'est plus difficile pour vous. Alors, il faut faire le mieux qu'on peut compte tenu des circonstances, de montrer de l'empathie envers nous-mêmes, d'essayer de ne pas se juger trop sévèrement. De prendre le temps de penser à qu'est-ce qui s'est passé, des choses qui se sont bien passées pendant notre journée. Parce que les choses comme plus négatives, puis dans un environnement très chargé d'émotions, peut-être, dépendamment de comment les autres sont en train de réagir, ça va être beaucoup plus facile de penser à qu'est-ce qui va pas bien, puis des choses négatives. Fait qu'il faut vraiment faire le point là-dessus, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai vécu de bon aujourd'hui? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe quand on se concentre beaucoup plus sur le négatif ou beaucoup plus sur des choses difficiles, on entraîne notre cerveau à faire ces liens-là beaucoup plus comme facilement que le contraire. Si on est souvent dans le négatif, puis qu'est-ce qui s'est mal passé, puis les problèmes, puis ça va être beaucoup plus facile pour nous d'accéder, puis on va vraiment se concentrer plus facilement là-dessus. Et au contraire, si on est capable de penser à des choses qui se sont bien passées, des moments de fierté ou des bonnes choses, des bons sentiments, là, on entraîne le cerveau à faire plus ces liens-là et c'est plus favorable pour notre santé psychologique qu'on est capable de faire ça. Se concentrer sur le moment présent, bien sûr, comme on a vu, comme on a mentionné, l'importance de faire ça, de revenir au moment présent.
puis de vraiment voir comment on peut enseigner de notre mieux dans ce genre de contexte, comment on peut plus aider les enfants ou les élèves, excuse-moi. Et c'est ça, fait que en lien avec cette idée-là, je l'ai mentionné auparavant, mais vraiment de prendre le temps de se connecter à nous-mêmes puis de voir comment je me sens pendant ma journée. Parce que si on ne fait pas ça, on peut ressentir un niveau assez élevé de stress ou d'anxiété ou peut-être de tristesse. Et ça augmente, puis on ne se sent pas bien. Alors, si on est capable de se connecter à ça, puis de voir, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Je fais un scan de mon corps, je ressens de la tension. Qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? Je pense à quoi? C'est quoi mon discours intérieur? Est-ce que ça m'amène à me sentir plus en colère ou stressée? Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes émotions? Comment je me comporte avec les autres? Fait que tout ça, ça peut vraiment nous aider à identifier qu'est-ce qu'on a comme besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Et c'est sûr que pour les étudiants, on veut favoriser un environnement calme. Comme ça, c'est plus favorable à l'apprentissage. On veut essayer de fournir des informations factuelles basées sur des données probantes pour les aider à ressentir plus un sentiment de contrôle, puis se sentir mieux dans la situation actuelle. On veut aussi porter attention à des élèves qui vont peut-être se sentir plus anxieux ou qui vont peut-être avoir ou développer des problèmes de santé mentale pour les essayer pour les diriger envers des ressources. Aussi, puis on veut être au courant de remarques qui peuvent entraîner de la stigmatisation par rapport à la COVID-19. Pour des personnes qui l'ont peut-être eu, qui reviennent à l'environnement, on va peut-être les juger sévèrement. Fait qu'on veut être au courant de ça. Et il y a des bonnes ressources que vous pouvez utiliser. Vous avez accès à un programme d'aide aux employés et aux familles. Et vous pouvez consulter vos programmes d'aide par rapport, et même vos familles, vos dépendants, vos conjoints, par rapport à stress, à l'anxiété, la dépression, des changements, transition de vie, des problèmes relationnels, difficultés de famille, des besoins par rapport aux enfants, par rapport aux aînés, le deuil, la consommation de substances, d'alcool, de drogue, des soucis financiers, peu importe le développement professionnel. Il y a beaucoup de choses, de difficultés que vous pouvez vivre ou de questionnements que vous avez peut-être. Puis les programmes d'aide aux employés sont une très bonne ressource que vous pouvez consulter, qui sont disponibles, qui sont toujours disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et c'est gratuit pour vous. Et ça va vous permettre d'avoir un espace neutre, d'avoir un conseiller qui est formé en santé mentale, qui a de l'expérience, qui va être capable de vous guider, qui va être capable de vous soutenir dans vos réflexions. Ça peut être un très bon point de départ très utile. Alors, voici quelques numéros puis sites web pour vous. Puis une autre ressource, on est très chanceux d'avoir cette ressource-là, Espace Mieux-être, qui nous est fournie par le gouvernement fédéral. En fait, il y a un super bon site web que vous pouvez trouver là-dessus, qui est indiqué, qui vous offre la possibilité d'explorer des ressources par rapport à la santé mentale. Par exemple, si la méditation, la relaxation vous intéresse, si vous voulez des ressources pour des problèmes au niveau des relations, de la consommation problématique, peu importe, vous pouvez aller là-dessus, puis c'est gratuit. Vous pouvez accéder à beaucoup de ressources en santé mentale.
ou bien vous pouvez aussi nous contacter directement si vous voulez parler à un conseiller. Et c'est gratuit aussi offert par le gouvernement. Alors, je vous encourage d'utiliser ces ressources-là et de savoir, c'est sûr que si on a besoin de soutien, ça démontre qu'on est bien contacté, on est bien en contact avec nos émotions, puis on est capable de s'aider, puis c'est la meilleure chose qu'on peut faire, de ne pas attendre, puis chercher de l'aide. C'est là pour vous. Fait que, en résumé, on a parlé de l'anxiété, on a parlé de l'incertitude, on a fait le lien entre la pandémie et ces genres d'émotions en lien avec le retour en classe qui peut générer encore plus ces genres de sentiments. On a parlé de stratégies pratiques qui peuvent être utiles pour vous, puis finalement de quelques ressources également. Alors, j'espère que vous avez retiré quelques stratégies ou outils importants là-dedans que vous pouvez consulter dans l'avenir ou des ressources que vous trouvez utiles. Même si vous pensez à une ou deux choses, c'est déjà très bien. Fait que merci et bonne chance pour le retour et la suite.